Enregistrement. Donc, je le rappelle, les questions, donc c'est à la fin. Bien, donc bienvenue à tous. Alors, je suis Jérôme André, je suis le vice-président du Corévi Île-de-France Sud. Et effectivement, le Corévi Île-de-France Sud a souhaité être au plus proche à la fois des médecins, des soignants, des techniciens d'études cliniques, des pouvoirs publics, agence régionale de santé, des GS, ministères, pour pouvoir apporter donc des solutions. Et l'idée, c'est effectivement de vous donner, de vous apporter une information qui est claire, mais aussi très éclairée. C'est pour ça que nous avons donc fait appel chaque semaine à des intervenants de choix. Et aujourd'hui, donc, nous avons deux virologues du laboratoire Serba, le docteur Stéphanie Haïm Boukovza et le docteur Bénédicte Hochebert. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de venir nous parler. Je sais à quel point c'est difficile quand on est effectivement au cœur d'une pandémie, puisqu'il faut réaliser plus de 8000 tests par jour, c'est ça, des tests PCR. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que sont ces tests PCR et comment effectivement ils sont réalisés. Et puis au-delà de ça, on va pouvoir parler donc de stratégie de déconfinement et on va voir les répercussions psychologiques qu'il va y avoir, comment on va pouvoir organiser aussi tout ça avec notamment Stéphanie et parce que du coup, on a effectivement un impact psychosocial qui va avoir lieu, c'est évident, suite à ce confinement. Alors là, on a déjà fait un mois et demi de confinement et je pense que le confinement va durer. Stéphanie, merci beaucoup d'être venue. Donc, Stéphanie Estève-Terré, qui est donc psychologue social et qui travaille à la fois pour Médecins du Monde, HF Prévention, notamment Basiliade aussi, beaucoup de structures terrain et puis l'Université des patients auquel elle officie. Voilà, donc je vais vous mettre la présentation de nos deux intervenantes. Merci à tous les trois d'être venus. Et donc, je le rappelle, je coupe les micros de tout le monde de manière à ce que seules nos intervenantes puissent prendre la parole, faire leur présentation. Et puis, je vous proposerai juste après de pouvoir, vous aussi, prendre Docteur la parole directement en ligne. Voilà, donc je vous laisse la parole à toutes les deux. Si vous pouvez également donc vous représenter pour que tout le monde puisse savoir pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Pas de problème. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation qui me fait vraiment très, très plaisir. Donc, moi, je m'appelle Stéphanie Haïm Boukovza. Je suis virologue au laboratoire Serba et ma collègue Bénédicte Hochebert, également au laboratoire Serba. Voilà, je vais vous faire un petit focus sur les différents tests Covid-19. Et après, on parlera un petit peu des stratégies de déconfinement. Voilà, Bénédicte, je te laisse démarrer. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à la fin de notre présentation, de nous poser toutes les questions que vous voulez. Donc, moi, je vais commencer par les différents tests. En effet, on en parle en ce moment. Et je voudrais justement souhaiter vraiment vous faire pour vous dire quels sont les tests qui doivent être utilisés ou qui sont utilisés et à quel moment. Et surtout, avec cette urgence liée à cette pandémie, pourquoi tous les tests aujourd'hui sont disponibles, dans quel cas il faut les utiliser. Donc, slide suivante. Donc, pour commencer, voilà le virus. Voilà l'agent infectieux responsable de nos confinements. Et vous voyez qu'il est constitué de différentes choses. Et en fait, c'est là-dessus que l'on se base pour les différents tests. Par exemple, l'ARN que vous voyez, qui est vraiment le contenu qui comporte toutes les gènes et toute l'information génétique, c'est de l'ARN. Et donc, c'est ce qu'on va essayer d'amplifier au cours d'une PCR pour pouvoir mettre en évidence le virus au niveau de nos voies respiratoires. Vous voyez également qu'il y a différentes protéines qui sont les protéines d'enveloppe, les protéines de surface S, protéines d'enveloppe E, de la nucléocapside
Et ces protéines Adjuvant. de Has joined the meeting. dans la RT-PCR et au niveau de la sérologie dont on parlera après sont très importantes parce que c'est sur ces protéines que l'on va se baser pour notre réponse du système immunitaire. Donc, slide suivante. Le virus vous est présenté sur cette diapositive par le virus en bleu. Donc, vous voyez qu'on a deux stratégies de tests différents, des stratégies de diagnostic direct. On met directement en évidence le virus ou ses composants dans un prélèvement de notre organisme et le diagnostic indirect, qui est justement la sérologie dont on parle actuellement pour la levée de confinement, qu'on va voir après. Et en fait, ce diagnostic indirect, c'est la mise en évidence de la réponse de notre système immunitaire à l'agression par ce virus. Et cette réponse, elle se traduit par le dosage des anticorps, les IgG, immunoglobuline G, et IgM, immunoglobuline M, entre autres. D'accord? Donc, il y a deux types de diagnostics, soit un diagnostic direct, soit un diagnostic indirect, et vous verrez qu'on ne peut pas forcément remplacer, on ne doit pas remplacer l'un par l'autre. Ce qui veut donc dire, si on comprend bien, si on comprend bien, ça veut donc dire qu'il faut faire donc automatiquement ces deux tests, ces deux diagnostics pour être sûr, c'est ça? Alors, en fait, non, pas forcément. Au moment où on a l'infection, où on est symptomatique, où on a des signes cliniques, on va plutôt faire un diagnostic direct à rechercher le virus dans nos prélèvements respiratoires, donc au niveau de nasopharyngé, dans la majorité des cas, on va le voir après. Ça, c'est au moment des symptômes. Et ensuite, lorsqu'on veut savoir si on a rencontré le virus, soit parce qu'on a été asymptomatique, soit pour savoir si on a notre immunité qui s'est développée, on fait plutôt un diagnostic indirect de sérologie, donc qui est plutôt après les symptômes. Alors, plus ou moins lointain après le début des symptômes, ça va dépendre aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tests de sérologie pour les viroses respiratoires ont jusqu'à présent été peu utilisés parce que ces viroses respiratoires étaient résolutives pour la plupart du temps et du coup, on n'a pas eu besoin finalement de ces tests pour, en termes de diagnostic ou en termes de suivi des patients. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur une nouvelle problématique et c'est peut-être pour ça que ça ne sort pas aussi vite que certains voudraient, ces sérologies, parce qu'il faut être sûr qu'elles sont vraiment performantes, qu'elles n'induisent pas de fausses réponses pour que vraiment elles soient utiles. Donc, slide suivante, on va donc commencer par le diagnostic direct. Et donc, tout diagnostic, bien sûr, commence par un prélèvement. Et ce que nous voulions vous dire avec Stéphanie, c'est que la qualité du prélèvement est essentielle. C'est-à-dire qu'un prélèvement nasopharyngé, lorsqu'on recherche au niveau de nos voies respiratoires le virus, il faut qu'il soit fait de façon bien profonde et qu'on ne vous écouvillonne pas juste au niveau de l'entrée nasale, mais vraiment au bout. Pourquoi? Parce que ce virus, il va infecter les cellules du rhinopharynx, du pharynx et en fait dans notre arbre respiratoire. Et donc, le virus, il est forcément intracellulaire. Il faut aller recueillir ces cellules au niveau de ce nasopharynx, au fond, pour être sûr de pouvoir mettre en évidence le virus à l'intérieur des cellules lorsqu'il est présent. Et donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez sûrement entendu dire que la PCR, dans 30% des cas, elle donne des faux négatifs. C'est vraiment une des conditions sine qua non, c'est un prélèvement de qualité pour qu'on puisse avoir le maximum d'informations. Il y a d'autres possibilités de prélèvement qui ont été réfléchies, c'est-à-dire faire une prise de sang et aller rechercher le virus dans le sang. Alors ça, il faut savoir que la virémie, elle est très inconstante. La présence du virus dans le sang, elle est très inconstante en fonction des patients pour ce virus, parce que c'est quand même une infection respiratoire, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est vraiment un prélèvement respiratoire qui est le plus important. On ne retrouve pas de virus du tout dans les urines. On pourrait en retrouver dans les selles, mais on n'est pas sûr qu'ils soient infectieux
Et du coup, il faut vraiment rester pour un diagnostic au moment de l'infection sur un prélèvement respiratoire et un prélèvement nasopharyngé dans le cas le plus fréquent. Donc, après ce prélèvement, qui est mis dans des triples emballages et apporté dans un milieu de transport et ensuite emmené jusqu'au laboratoire où il va être analysé, on va sur place, dans un laboratoire de sécurité de type 2, sous une hotte pour éviter toute contamination du personnel de laboratoire, inactiver toutes les particules, les protéines du virus, pour ne laisser en présence que l'ARN. Et c'est cet ARN que l'on va essayer d'amplifier s'il est présent. Donc, on va si le virus n'est pas présent, on n'aura rien à amplifier. Donc, on va l'amplifier. Et ça, c'est la méthode sur la slide suivante. C'est quand même mieux. Comment je peux le mettre? Voilà. Donc, en fait, cette PCR, c'est amplification de la cible. Ici, notre cible, c'est une partie de l'ARN du virus. Si on essayait de le mettre en évidence sans amplification, il y en a très peu par rapport à nos méthodes de détection pour qu'on puisse le mettre en évidence. C'est pour ça qu'on va commencer par pays de façon exponentielle et on va réussir à obtenir à la fin énormément de copies de la cible qu'on voulait mettre en évidence et par des techniques qui sont des techniques fluorescentes avec un logiciel dans un appareil, on va mettre en évidence la quantité de virus que le patient avait au départ au niveau de ses cellules du nasopharynx. Donc, slide suivante. Ne va pas amplifier la totalité de l'acide nucléique du virus de l'ARN. Pourquoi? Parce qu'il fait 30 000 paires de bases. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est gros pour un virus. Voilà, c'est très gros pour un virus. C'est pas gros pour une bactérie ou surtout en comparaison de notre génome humain. Mais on va se baser sur des parties de l'acide nucléique, de l'ARN du virus qui sont spécifiques de ce SARS-CoV-2, le nom du virus qui est impliqué dans le Covid-19. On va bien sûr se baser sur des parties qui sont spécifiques parce que ça ne nous intéresse pas d'aller mettre en évidence un autre virus qui serait soit proche, soit un peu plus lointain. C'est pour ça que dans la mise en évidence du SARS-CoV-2 par RT-PCR, on va amplifier plusieurs cibles, qui sont les cibles qui représentent des gènes de ce virus, la polymérase, RDRP, si vous voulez son nom scientifique, le gène d'enveloppe et le gène de la nucléocapside. Et en fait, l'équipe de Berlin a très rapidement donné la technique au monde entier en la publiant sur le site de l'OMS pour mettre en évidence ce virus grâce à la séquence d'un virus qui avait été, bien sûr, isolé à Wuhan. Il y a d'autres techniques, maintenant, énormément de techniques commerciales qui ont été mises en place pour la détection de ce virus. Elles sont, pour la plupart, très performantes. Et nous, au laboratoire, on a deux techniques distinctes commerciales qui sont basées justement sur la détection de plusieurs cibles pour être sûr, lorsqu'on vous rend un résultat, il n'y a aucun doute possible sur la positivité ou sur la négativité de votre prélèvement. Donc, slide suivante. Donc, on parlait tout à l'heure du prélèvement. Moi, ce que je peux vous dire en termes d'expérience, et ça a été rapporté assez rapidement dans le New England Journal of Medicine le 19 février, donc c'était vraiment assez tôt, c'est que la charge virale est bien plus forte dans le nez que dans la gorge. Donc, si jamais vous avez des symptômes et qu'on vous prescrit un test de RT-PCR, il faut vraiment que le prélèvement soit fait au niveau nasopharyngé, bien profond comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt qu'au niveau oropharyngé, car on a une perte de charge virale et donc peut-être une perte de sensibilité de nos techniques. D'accord? Donc ça, c'est important pour vous de savoir que c'est vraiment au niveau nasopharyngé.
Autre donnée de cet article, c'est que la charge virale chez les patients asymptomatiques, donc sans symptômes, est similaire peut être similaire à la charge virale de personnes qui sont symptomatiques. Donc, ne pas oublier, et on l'a bien vu avec cette pandémie, que la transmission peut être causée par des patients qui n'ont aucun symptôme, d'où le rappel et toutes ces informations sur les conduites à tenir en termes de lavage de mains, de distanciation sociale et bien sûr ce qui nous a amené également. Has left the meeting. Donc, slide suivante. Donc, la deuxième technique, c'est la technique de diagnostic indirect par prise de sang. Vous voyez déjà, il y a une différence rien qu'au niveau préanalytique et au niveau de ce qu'on va prélever du prélèvement. Donc, ce diagnostic indirect, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en évidence par nos techniques de la réponse du système immunitaire qui répond en synthétisant des anticorps IgG et IgM. Également d'autres synthèses d'anticorps, mais beaucoup moins fréquentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important, c'est que le délai d'apparition des anticorps va prendre un petit moment. Entre le moment où le virus infecte un organisme, le moment où le système immunitaire voit, parce que le virus s'est assez multiplié au niveau respiratoire, a rencontré des cellules au niveau sanguin. Et donc, A participant has joined the meeting. Vont vont synthétiser ces anticorps. Et donc, ce délai d'apparition des anticorps, ça s'appelle la fenêtre sérologique. Et c'est pour ça, Jérôme, justement, qu'on ne peut pas, au tout début des symptômes, mettre en évidence le virus ou la réponse du système immunitaire, en tout cas l'infection, par un diagnostic indirect, parce qu'on n'a pas eu ce temps, fenêtre sérologique, qui permet que notre système immunitaire ait répondu. Donc, ce sont des techniques qui sont des techniques immuno-enzymatiques. Et sur la slide suivante, on vous explique comment ça se passe. Donc, en fait, on a des antigènes du virus. Alors, les antigènes spécifiques, spike, S, des antigènes de surface, enveloppe, E, et N, nucléocapsides, qui sont les protéines virales vont être synthétisées, parce qu'on sait très bien synthétiser des protéines virales en génétique, vont être cotées au fond d'une plaque, donc collées au fond de la plaque, et on va mettre en contact le sérum de l'individu que l'on veut tester avec ces antigènes. Si le sérum de l'individu comprend des anticorps, c'est-à-dire que l'individu a donc rencontré le virus, il va y avoir un complexe qui va se faire entre ces antigènes spécifiques du SARS-CoV-2 et les anticorps du patient, parce que le système immunitaire répond spécifiquement à une infection. Et donc, ce complexe va être mis en évidence par des techniques colorimétriques et on va avoir un signal coloré qui va montrer que, ah bah tiens, il y a eu un complexe qui s'est formé, c'est-à-dire que dans le sérum du patient, il y avait des anticorps. Et comme dans ce sérum, il y avait des anticorps, c'est que le patient a rencontré le virus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces anticorps mettent plus ou moins longtemps pour arriver. Vous allez voir sur la slide suivante que Stéphanie va vous commenter, justement, qu'en fonction des anticorps, on voit qu'ils arrivent plus ou moins rapidement après le comptage, c'est-à-dire la rencontre de l'organisme avec le virus. Merci Bénédicte pour cette introduction parfaite. Donc, en effet, comme vous l'a dit Bénédicte, l'ARN et les anticorps, d'autre part, ne sont pas détectables en même temps. Donc, à partir du J0 où une personne s'infecte, donc c'est notre petit 0 sur le graphique, on considère qu'en médiane ou en moyenne, si vous voulez, on a 5 jours de décalage entre le jour où on s'est infecté et le jour où on va avoir les premiers symptômes. D'accord? Donc déjà, pendant 5 jours, on ne va pas être au courant qu'on est infecté. Ensuite, à J5, pour ceux qui vont faire des symptômes, non pas tous les patients, mais pour ceux qui vont faire des symptômes, eh bien, il va y avoir une détection d'ARN, et d'ailleurs qui a lieu même avant ce J5, puisqu'on estime aujourd'hui
que même entre 2 et 3 jours avant le début des symptômes, on commence à excréter du virus dans le nez, comme vous l'a dit Bénédicte auparavant, et qu'on peut contaminer donc, des personnes sans même savoir qu'on va avoir des symptômes après. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et à partir de J5, donc, on va avoir des symptômes. Donc, on va pouvoir rechercher l'ARN qu'on va très facilement pouvoir détecter dans le nasopharynx. Cet ARN va progresser de façon très, très importante, notamment la première semaine des symptômes. Ensuite, cet ARN va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'on appelle la convalescence, où là, on ne pourra plus détecter d'ARN dans le nasopharynx. Ensuite, les anticorps prennent le relais. On estime environ qu'à J7, les IgM apparaissent. Donc, les IgM, c'est les anticorps qui apparaissent au tout début, alors que les IgG, ce sont des anticorps qui apparaîtront après et de façon plus durable. Les IgG, quant à eux, apparaissent plutôt au niveau du 14e jour. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle de cette cinétique des marqueurs viraux dans le cadre de cette séro? Tout simplement parce que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on s'amuse à faire une PCR dans le nez, par exemple à J28, eh bien, on n'aura pas de virus. Pareil, si, comme vous le disiez, Bénédicte, si on s'amuse à faire une sérologie tout de suite au moment des symptômes, il est très fort probable qu'on n'ait pas d'IgG. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est très, très important de bien avoir ça en tête et de savoir à quel moment je fais plutôt une recherche directe du virus dans le nez et à quel moment je vais plutôt faire une recherche sérologique, notamment d'IgG, pour savoir si j'ai été en contact avec le virus. Alors, diapositive suivante. Alors maintenant, comment on va mettre en musique tout ça pour les stratégies de déconfinement? Alors, là, on vous a préparé un petit exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, les autorités n'ont pas encore pour savoir comment on va se déconfiner. Donc, tout le monde attend ça avec impatience, hein, nous les premières. Mais c'est un exemple d'algorithme qu'on a fait pour vous montrer ce qui peut être envisagé par le gouvernement. D'accord? Donc, je précise, ce ne sont pas des algorithmes officiels, ce sont des exemples. Alors, on pourrait imaginer que les politiques définissent une population cible de patients à screener ou à détecter pour savoir s'ils ont des anticorps. Donc là, on ne cherche pas à faire du diagnostic, on cherche à savoir quelles personnes ont été en contact avec le virus et donc seraient immunisées et quelles personnes ne sont pas immunisées et seraient susceptibles, lors du déconfinement, d'être infectées à ce moment-là par le virus. Et c'est ce qu'on appelle un peu la crainte de la deuxième vague. C'est ce qu'on entend un peu dans les médias quand on parle de deuxième vague. Ça serait ces personnes qui n'ont jamais rencontré le virus, qui sortent de chez elles, et à ce moment-là, elles peuvent rencontrer le virus, s'infecter et développer des symptômes par la suite éventuellement. Donc, pour revenir sur notre algorithme, on pourrait imaginer qu'en phase préanalytique, on ait une population cible. Donc, soit le sujet est asymptomatique, on réalise une sérologie. Soit le sujet est symptomatique, et là, on a dit pas de sérologie, on fait plutôt un prélèvement nasopharyngé pour rechercher directement le virus. D'accord? Et ensuite, on attend au moins J21, parce qu'on sait qu'à J21, après le début des symptômes, là, on est susceptible. Et après, c'est J21, là, on pourra réaliser une sérologie. Alors, attendez, en revanche, chez les patients qui sont en phase de convalescence, donc des patients dont on sait qu'ils ont eu au préalable le virus, eh bien, il suffirait, inutile de refaire une PCR. Vous pouvez juste reprendre la dernière minute parce qu'on a eu effectivement un bruit parasite qui nous a empêché de vous entendre en fait. Si vous pouviez juste il n'y a pas de problème. Merci. En résumé, on aurait une population cible. Soit on est asymptomatique, on réalise une sérologie. Soit on est symptomatique et là, inutile de faire une sérologie, on fait plutôt une recherche directe de virus dans le nez. On attend au bout de J21 l'apparition des IgG. Soit on est en phase de convalescence, donc on sait qu'on a eu une infection antérieurement.
on a juste à attendre le fameux J21 où on pense qu'on a de très fortes chances d'avoir les IgG détectables par nos techniques. Et à ce moment-là, une fois que ce J21 est atteint, à ce moment-là, on réalise une sérologie. Diapositive suivante. Alors, on réalise une sérologie. Donc là, on est tout en haut de notre algorithme. Après, on peut avoir plusieurs possibilités. Soit on a un patient qui a des IgG positifs et des IgM négatifs. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer que ces patients-là sont immunisés et que ces personnes-là pourraient être déconfinées. Alors, je tiens juste à dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a deux difficultés. On est en train d'explorer à quel point les anticorps neutralisants qui permettent vraiment d'éradiquer la présence du virus, est-ce qu'ils sont produits de façon très efficace par le système immunitaire? Donc ça, c'est une première question. Et tous les scientifiques du monde entier sont en train de travailler sur ces sujets. Mais bon, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait en effet des anticorps neutralisants. Et puis leur durée, est-ce qu'on sait combien de temps elles vont durer? Les anticorps neutralisants, est-ce qu'ils vont durer 1 mois? Est-ce qu'ils vont durer 6 mois? Est-ce qu'ils vont durer plusieurs années? Est-ce qu'ils vont durer toute la vie? Tout ça, c'est des questions dont on n'a pas encore les réponses. Mais on pourrait imaginer que si ces IgG neutralisants, donc qui permettent d'être immunisés, entre guillemets, contre ce virus, si par exemple ils duraient 6 mois, on pourrait imaginer qu'un an après, on pourrait se réinfecter. Tout ça, c'est encore des questions qui se posent actuellement, qui sont très importantes et dont on n'a pas encore les réponses. Donc, vraiment, prenez ces algorithmes avec… c'est juste un exemple qu'il faudra certainement réactualiser par rapport aux nouvelles données scientifiques qui arriveront probablement très rapidement. Alors, diapo précédente, je vais terminer. Voilà, autre possibilité, soit on trouve que le sujet n'a ni d'IgG ni d'IgM, donc c'est possiblement qu'il n'a jamais rencontré le virus. D'accord? Et la troisième catégorie de patients, c'est ceux qui ont des IgM positifs. Donc ceux-là, peut-être, ils sont en cours d'infection et peut-être qu'ils n'ont aucun symptôme. Donc ça, c'est un peu les 3 résultats qu'on peut avoir, d'accord, chez les patients en sérologie. Alors, chez les patients qui n'ont jamais été en contact avec le virus ou bien les patients qui ont des IgM dont on pourrait imaginer qu'ils sont en train d'être infectés, on pourrait imaginer qu'on leur fasse un dépistage dans le nez pour savoir si en ce moment, ils sont ou pas porteurs du virus, sachant que tous les patients n'expriment pas les symptômes. Donc, ce n'est pas toujours facile de savoir. Nous, on a eu, par exemple, des patients dont on a validé les dossiers avec 0 symptôme et qui excrétaient du virus pendant 3 semaines. Donc, on imagine que ces sujets ne se savent pas du tout contaminés, mais qui peuvent peut-être pas prendre trop de précautions, ne pas respecter tout à fait les distances sociales, ne pas porter de masque, et ces sujets pourraient tout à fait contaminer des gens sans même savoir eux-mêmes qu'ils sont infectés. Donc, en fait, en fonction du résultat de la sérologie, on pourrait définir avec ce type d'algorithme de déconfiner les patients ou pas. Et d'ailleurs, les sujets dont on déciderait de les déconfiner, on leur demanderait quand même de porter des masques parce qu'on n'a pas encore la réponse sur la date, enfin, la durée à laquelle les anticorps IgG sont protecteurs. Donc, tant qu'on n'a pas les réponses à ces questions, on imagine que lors d'un déconfinement, il faudra continuer les distances sociales et de déconfiner. OK? Diapositive suivante. Alors, maintenant, les différentes stratégies de déconfinement. Alors, on a lu un article, je crois que c'était dans Le Monde, et il y avait des schémas vraiment très bien faits, et donc je me suis permise de les reprises, mais je cite que c'est tiré du Monde. Donc, en fait, comment en France, on a décidé des stratégies de déconfinement? Eh bien, tout simplement, on s'est appuyé sur la capacité totale des hôpitaux à absorber l'activité permettant une correcte prise en charge des patients. Donc, on a sur ce graphique, d'une part, le graphique en rouge. Donc là, c'est si jamais il n'y avait pas eu du tout de confinement, la courbe de l'épidémie aurait été comme ça, donc avec un pic très important. Et ensuite,
lorsque l'immunité populationnelle est atteinte, donc plus de 60% des patients qui ont atteint une immunité, à ce moment-là, la courbe décroît et on considère que la situation est passée. Le problème, en fait, c'est tout ce qui dépasse de la droite horizontale, c'est donc tous les patients qui ne pourront pas être pris en charge par les services hospitaliers. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir des mesures de ralentissement. Et ces mesures de ralentissement, par le confinement, ont permis d'aplatir cette courbe. Donc là, actuellement, nous sommes dans le plateau. Nous sommes probablement à la fin du plateau et on espère très vite, dans les prochaines semaines, baisser à nouveau le nombre de personnes qui sont prises en charge dans les hôpitaux. Alors, diapositive suivante. Alors, c'est juste, moi je trouve ça très intéressant, donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas une seule façon de se déconfiner, il y en a plusieurs. Dans des cas, dans d'autres pays, il y a eu plusieurs stratégies de prise. Donc, par exemple, le stop and go. Alors, c'est quoi le stop and go? C'est pour éviter donc on ait cette courbe qui soit très très élevée et qui dépasse les capacités en réanimation. Eh bien, on va faire une stratégie où on va confiner, déconfiner de façon séquentielle pour permettre à la fois à la population de s'immuniser, mais à la fois pas trop vite pour permettre au système de santé d'absorber l'activité. Donc ça, c'est le stop and go. Alors, c'est très bien, mais ça pose des petits inconvénients, notamment avec cette technique de stop and go, eh ben, le déconfinement peut prendre au moins 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Alors après, il y a le déconfinement ciblé. Alors, c'est quoi le déconfinement ciblé? Alors là, c'est typiquement le modèle EHPAD. Ça veut dire qu'en gros, on va déconfiner les personnes en bonne santé, avec certainement des masques, les distanciations sociales, etc. Et puis, les personnes fragiles, les personnes à risque, les personnes immunodéprimées, celles-ci, on leur dit, ben vous allez rester confinés le temps que le virus est complètement, que la population ait acquis les 60% d'immunité populationnelle et ceux-là restent à la maison. Ça, on l'a vu dans les EHPAD, ça peut être bien, mais ça peut être pas très bien parce que de toute façon, les gens qui vont apporter à manger à ces personnes, les gens qui vont s'en occuper, les professionnels de santé, celles-là, elles vont circuler. Donc, elles pourront éventuellement infecter ces personnes. Et donc, le déconfinement ciblé, ben, le problème, c'est que ça n'empêchera pas les personnes confinées d'être infectées par le virus. Et enfin, il y a la troisième technique. Donc ça, c'est typiquement donc, ce qu'on appelle le dépistage à grande échelle avec traçage et isolement. C'est un peu long, mais c'est un peu ce qui a été fait en Corée du Sud. C'est en fait une stratégie qui repose sur 3 grands piliers. Premièrement, le dépistage à grande échelle. Ça veut dire qu'on screen de façon très massive. Les personnes qui sont infectées sont isolées. Donc là, l'idée, c'est de ne pas isoler la population, mais d'isoler le virus. Donc, les personnes qui sont dépistées sont isolées à la maison. Tout le monde porte des masques dans les rues. Enfin, tout le monde porte des masques. Et il y a également du traçage numérique. Donc, je sais que c'est un sujet un petit peu difficile et qui est actuellement traité par l'Assemblée nationale. Donc, mais n'empêche que grâce à ça, ça a permis quand même à des personnes d'être confinées parce qu'elles étaient à risque de transmettre et du coup, ça permet aux autres d'être mobiles et déconfinés. Et également, ça repose sur une stratégie de masque. Et ça, c'est vraiment, on l'a vu de toute façon, hein, les pays qui avaient une progression lente de la maladie, c'était des pays qui utilisaient des masques de façon intense dans la population. Et je pense que là, en fait, avec la sortie du confinement, en France, on aura certainement une chance d'appliquer ces 3 grands piliers, donc avec cette stratégie de dépistage à grande échelle, avec traçage et isolement. Peut-être qu'avec ces 3 piliers, on aura une nouvelle chance en fait de faire bien et de sortir du confinement avec la plus grande sécurité possible. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Voilà. Merci beaucoup et puis on est prêts pour vos questions. Merci donc à toutes les deux. Donc je le rappelle, vous êtes donc du laboratoire CERBA
On va redonner donc vos noms pour que les gens puissent donc mieux vous identifier. Donc vous êtes toutes les deux donc virologues au laboratoire Cerba, donc le docteur Stéphanie Haïm Boukobza et puis le docteur Bénédicte Roquebert. Donc vous êtes toutes les deux virologues au laboratoire Cerba. Alors justement, on a aussi donc avec nous, on va vous poser donc, je vais réouvrir les micros donc après. Je voulais poser aussi une question à Stéphanie et Steph Terré. Donc là, on parle donc de déconfinement. Concrètement, Stéphanie, comment est vécu aujourd'hui donc le confinement avant de parler donc du déconfinement? Alors, le confinement a été vécu aujourd'hui comme une contrainte parce qu'il n'a pas été préparé. Il Oui. nous a été imposé, non préparé, donc effectivement, et non préparé dans tous les sens. Non préparé personnellement et non préparé en termes de travail, socialement aussi. Donc, des gens ont dû se réadapter bon gré mal gré, par rapport à leur situation personnelle de vie, avec ou sans enfants, en étant ou pas aidant d'une personne déjà malade. Tout ça les gens ont dû se réinventer avec plus ou moins de réussite. Donc, ça a fait monter des stress chez les personnes. Et au niveau du travail, alors là, nous avons eu des gens qui ont pu se réadapter avec le télétravail et d'autres qui ont eu d'autres problématiques, soit qui devaient continuer à aller au travail, mais sans, j'allais dire, structure sociale qui leur permettait d'être en sécurité, et qui ont dû là aussi se réinventer. Donc aujourd'hui, le résultat du confinement, c'est des montées de stress au niveau psychologique. Et là, aujourd'hui, on en est à se dire que va donner ce stress justement pendant le déconfinement. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas encore, on va dire, on n'est pas encore dans le trauma. C'est-à-dire que les gens subissent la situation, tant d'un point de vue personnel que sociétal, essayent tant bien que mal de s'y adapter. On voyait bien que l'intervention, c'était ce lundi, du président de la République, qui donne une date, a permis aux gens de se dire bon, on va en sortir. Voilà, parce que l'idée, c'était ça aussi, c'est quand est-ce qu'on va en sortir. Et là, on vient de faire réapparaître un nouveau stress qui est comment on va se déconfiner. Tout ce que vous venez de nous expliquer. C'est pas tout de dire aux gens on se déconfine, mais du coup, comment on va y arriver en gardant cette sécurité à la fois physique et psychologique. Donc aujourd'hui, les gens sont dans cet état de stress. On attend de savoir quelle va être la stratégie nationale, puisque là, on patauge un peu, si je puis dire, dans la semoule par rapport à ce qui va nous arriver. Vous venez de nous expliquer effectivement beaucoup de choses. Si je reprends un petit peu le même langage que vous, effectivement, là, aujourd'hui, aux personnes, on fait appel à la prévention. Tout comme le virus, lui, s'adapte. Le virus s'adapte effectivement à la situation. Nous, en tant que population, il faut qu'on puisse adapter effectivement nos comportements sociétaux et personnels avec cette contrainte effectivement qui est le virus. Donc, ça va nous demander de mettre en place des stratégies individuelles face au déconfinement et des stratégies sociétales. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ce qui a travaillé d'un point de vue psychologique, et je reprends le même vocable que vous, ce sont des réponses d'adaptation. Voilà. Vous nous en avez proposé 3, donc plus ou moins angoissantes. Sur le stop and go, sur les 2 ans à venir, ça fait un peu loin, je pense. Alors moi, je ne suis pas prêt, Stéphanie et Bénédicte, à faire du stop and go. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais nous, on n'impose rien. Nous, on dit ce qui a été vu dans d'autres pays et même à d'autres, pas forcément en ce moment, mais dans d'autres cadres épidémiques. Mais après, on ne sait pas encore quelle sera la stratégie retenue par le gouvernement. Moi, je pense quand même, nous, on pense que ça sera certainement le dernier, avec les questions que ça pose en termes de est-ce qu'on aura suffisamment de masques, est-ce qu'on aura la traçabilité numérique, est-ce qu'on aura suffisamment de tests, est-ce qu'on va tester tout le monde ou est-ce qu'on testera seulement certaines personnes, les soignants, les sujets fragiles. Après, tout ça, c'est vraiment des réponses qu'on attend tous avec impatience et qui sont en fait à cheval sur le sociétal et la médecine. Et le personnel. C'est là où psychologiquement, on attend une stratégie sociétale
pour pouvoir mettre en place des stratégies personnelles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens, bon gré mal gré, se sont mis dans la contrainte psychologique du confinement. Mais là, il va falloir leur donner des stratégies de déconfinement pour qu'ils puissent effectivement sortir du déconfinement sans que le stress se transforme en trauma. Voilà. D'un point de vue psychologique, on en est là aujourd'hui. Comment faire en sorte que le stress vécu aujourd'hui ne se transforme pas en trauma, même si on sait qu'effectivement, il y aura des traumas. Et notamment pour des populations très fragilisées dès le départ, des personnes malades, des personnes dans des situations de handicap mental. Voilà, comment toute cette société-là, effectivement, va prendre en compte tout le malaise du confinement. Bénédicte et Stéphanie, concrètement, les solutions que vous nous avez présentées donc, au niveau… Jérôme, on t'entend pas. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pour éviter des les Larsen, je coupe mon micro. Donc je disais, Stéphanie et Bénédicte, donc concrètement, les solutions que vous nous avez proposées, le stop and go, le testing, etc., est-ce qu'on est en mesure, là on parlait effectivement des tests, alors aujourd'hui le laboratoire Cerba réalise 8000 tests, c'est beaucoup, pas beaucoup, moi ça me paraît beaucoup. Est-ce qu'on est encore en capacité de pouvoir tester massivement? On le voit en Allemagne, ils sont donc à 10 fois plus de tests que nous. Comment est-ce qu'on a encore une capacité de pouvoir tester les gens et un petit peu, quelle est votre analyse, vous, de comment est-ce que vous voyez les choses en termes à la fois de déconfinement sur l'aspect virologique? Est-ce qu'on est face à un virus qui est extrêmement dangereux également? Alors justement, c'est vrai que voilà, dans ce déconfinement, il faut juste pas oublier le virus, hein, qui lui, si jamais il a des personnes infectées, va être assez malheureusement. Alors il y a peut-être aussi des facteurs environnementaux qui vont faire que le R0, c'est-à-dire la capacité de contagion, va être également diminuée par des facteurs environnementaux et des facteurs, par exemple, de beau temps peut-être. Mais ce virus nous réserve quand même des surprises, donc il faut vraiment être prudent. La seule chose, c'est que voilà, il faut faire attention à ça. Donc, je pense que nous, on pense que ce qui est très important, c'est de continuer d'avoir les gestes barrières, d'être sûr de pouvoir avoir assez de masques pour l'ensemble de la population et pas pour des populations ciblées, parce que ça va être quand même un geste barrière extrêmement efficace et important. Et au niveau des tests, alors on a bien vu, hein, alors on va peut-être changer un petit peu avec tout ce qu'on effectue comme tests sur les nouvelles sérologies qui arrivent, mais pour l'instant, on est plutôt sur des tests RT-PCR lorsqu'on va se déconfiner pour savoir si, à un moment, un patient qui a des symptômes présente bien une infection par le Covid-19 et donc doit être isolé. Alors, sur ces tests, c'est vrai qu'on en réalise 8000 par jour. La France peut encore monter en puissance parce que je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement un problème. Ça l'a été au début, hein, parce que ces tests sont pour la plupart fabriqués en Chine ou en Corée du Sud. Et du coup, comme ils étaient aussi confrontés à l'épidémie, les tests étaient moins vite mis sur le marché. Là, on aura peut-être moins de problèmes d'approvisionnement. Oh là, j'ai un problème d'Internet. Hospitaliers, les laboratoires les gros laboratoires de spécialité comme nous et les laboratoires qui ont des plateaux techniques qui peuvent avoir cette technique de RT-PCR avec tout ce que ça implique, hein, au niveau préanalytique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un laboratoire de sécurité, une hotte de sécurité pour bien sûr ne pas exposer le personnel de laboratoire et toutes les personnes dans la logistique à ce virus. Donc, on peut augmenter. Finalement, l'Allemagne annonce 200 000 tests par semaine, je crois. Nous, si on est déjà à 25 000 tests par jour, on n'en est pas loin. Il n'y a pas de pénurie chez Cerba. On a encore du test PCR chez Cerba. Il n'y a pas de pénurie. Ah oui, non, il n'y a pas de pénurie. On a plusieurs techniques que l'on a corrélées pour être sûr qu'on donne justement la même réponse. Pour, si jamais il y avait une pénurie sur un certain type de test,
on en est un autre. Donc, et les différents laboratoires ont fait la même chose, hein, au niveau hospitalier aussi. Donc, vraiment, la seule chose, c'est aujourd'hui, peut-être les milieux de transport et les écouvillons, parce qu'on vous parle beaucoup d'écouvillons. C'est pas juste un coton-tige, c'est quand même des écouvillons qui sont faits dans une matière qui est assez spéciale pour justement bien attraper le maximum de cellules et donc de virus potentiels. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut faire attention, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui sont en train de fabriquer ces écouvillons qu'on leur dit floqués, parce que ça retient beaucoup plus de virus. Voilà. Très bien. Merci donc, beaucoup. Non, au niveau je vais bientôt donner la parole du coup à tout le monde. Je voulais saluer Dominique Salmon, qui est donc la présidente du Corévi Île-de-France Sud et qui est mobilisée depuis le début avec les équipes du Corévi, les médecins, l'Hôtel Dieu également, donc pour être au plus proche de la maladie. Et notamment, ils font des tests PCR également. Dominique, je ne sais pas si Dominique a un micro et un micro. Comment est-ce que Dominique, ça va dans les hôpitaux aujourd'hui? Dominique, qui est donc présidente du Corévi Île-de-France Sud, je le rappelle. Voilà, bonjour à tous. On a tous des masques à l'hôpital. Alors, je vous dis bonjour et on le remet. Mais ça va mieux en ce moment. Hein. Vraiment, on a, comme le disait Stéphanie, on a atteint le plateau. On est encore assez chargé, mais ça diminue nettement. On va pouvoir reprendre d'autres patients qui étaient en attente pour des choses urgentes. Et je pense que 11 mai, ça sera possible effectivement de commencer à déconfiner parce qu'on pourra, si ça remonte, accueillir des patients. Alors, on est là avec l'équipe de l'Hôtel Dieu. On a quelques questions à poser, Jérôme, notamment les textes. Est-ce que c'est possible? Oui, alors je vais commencer à réouvrir les micros. Je sais qu'il y a Xavier Xavier Recoquet, l'ancien vice-président du Corévi Île-de-France Sud, qui est parti du côté de Barcelone, qui est donc d'Active Santé, qui a des questions. Il y a Bruno aussi qui a des questions. Je sais que François Bergoudot, que j'embrasse, doit avoir des questions parce que c'est vrai que François est très alerte sur ces questions notamment. Et puis, donc, je vais réouvrir les micros au fur et à mesure. Peut-être, Dominique, commence à poser tes questions pendant que je réouvre les micros de tout le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup Stéphanie et Bénédicte de votre intervention. J'avais une question pour vous concernant l'immunogénicité. Est-ce que tout le monde répond bien contre ce coronavirus? Et puis, donc, quelle est la sensibilité, la spécificité de ces tests? J'ai vu qu'il y avait des tests ELISA, mais aussi qu'on envisageait de faire des tests rapides qui seraient peut-être moins bons. Est-ce que vous pouvez… Donc, j'ai ces deux questions. Hein. L'une, est-ce que tout le monde montre une réponse immune correcte? Et l'autre, c'est de savoir voilà, la différence entre les tests ELISA et les projets de tests rapides. Je vais commencer peut-être par la première partie et puis par la deuxième. Donc, la première partie sur l'immunogénicité, donc je ne suis pas immunologiste, hein, mais il est vrai que dans les premières séries de tests qu'on a fait en sensibilité et spécificité sur nos techniques qu'on a pu tester en sérologie, on a bien sûr pris des patients, des sérums de patients qui avaient une RT-PCR positive. Donc, on peut répondre des patients chez qui on a la preuve de l'infection et donc c'est là-dessus qu'on voit que c'est à J21, comme nous l'a dit Stéphanie, qu'on aurait un maximum de réponses immunologiques pour les patients qui ont présenté des symptômes. Il est vrai que chez des patients donc asymptomatiques qui donc n'ont peut-être pas été testés par RT-PCR, on n'a pas encore vraiment cette notion, et je crois que vous y travaillez dans les hôpitaux, pour savoir si, chez certaines personnes, la réponse immunologique serait plus longue. Et c'est un peu ce que je disais en début d'intervention. Il est vrai que les sérologies sur les virus respiratoires n'ont jamais donné énormément de résultats. En tout cas, elles ne sont pas tellement utilisées parce que c'est une infection vraiment du système respiratoire. Et on peut imaginer justement que le virus en contact avec le système immunitaire au niveau sanguin pour que cette réponse se développe aussi bien chez tout le monde et dans une même, entre guillemets, rapidité. Alors, moi, ce que je peux… Merci Bénédicte. Je peux ajouter que, alors, au laboratoire Cerba, on a testé pas mal de kits
Et alors nous, on s'attendait en gros à ce que les tests rapides soient mauvais et que les tests ELISA soient bons. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque certains tests rapides ont montré des performances tout à fait convenables. Et certains tests ELISA ont montré soit des performances très satisfaisantes, soit des performances qui l'étaient moins. Et en réalité, je pense que c'est aussi pour ça que ça prend autant de temps au CNR de faire toutes ces évaluations. Alors, moi, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a eu une coopération très importante entre les labos privés et les laboratoires hospitaliers avec les CNR pour transmettre les résultats de tous les tests de validation qui ont été faits pour aider en fait le CNR à montrer les performances qu'on avait obtenues pour chaque type de réactif que nous avions testé. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu nouveau, en fait, cette collaboration entre le privé et le public. Et en tout cas, pour nous, c'était vraiment une expérience tout à fait encourageante pour la suite. Et en tout cas, nous, on parle beaucoup avec nos confrères virologues des hôpitaux, on parle beaucoup avec nos confrères virologues aussi des laboratoires privés. On échange sur les performances des techniques. Et là, on commence un petit peu à savoir quelle technique se démarque et pourrait être à même d'être utilisée dans le cadre de ce déconfinement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions? Je vais écrire. Alors, je sais pour les gens qui sont en webcam sur WebEx, vous pouvez donc vous-même ouvrir votre micro, donc faites-le à bon escient. Et puis, je vais ouvrir tout de suite les micros des gens qui sont donc par téléphone. Donc, les gens qui sont par téléphone, si vous avez des questions, allez-y. C'est Marie-Jo, je veux bien poser une question. Oui. Alors, on vous entend très mal. Marie-Jo, qui voulait poser une question? Bruno Has left the meeting. Non. J'ai une question à poser. Oui. Je voulais savoir par rapport à donc justement tous ces tests. On parle d'une population naïve de traitement, mais pour des personnes qui auraient eu des antibiothérapies, genre azithromycine ou bien les traitements dont on parle justement sur Marseille, quel est l'impact de ces traitements sur les tests ici également? Alors ça, c'est vraiment une très, très, très bonne question. Alors, sur les tests de PCR, on a l'impression quand même qu'il y a une cinétique de décroissance plus importante lorsque les patients sont traités. Sur les tests séro, aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, on n'a aucune donnée sur, par exemple, une arrivée différée des IgG si le patient a été traité. C'est des phénomènes qu'on observe pour d'autres agents pathogènes, par exemple, le Lyme ou d'autres pathogènes complètement différents. Quand les patients sont traités très précocement, souvent les IgG mettent un peu plus de temps à apparaître. C'est possible qu'on ait ce type de phénomène pour le coronavirus, mais encore une fois, pour l'instant, on n'a pas toutes ces données. D'autres questions? Moi, j'avais une question pour Stéphanie Estève-Théré. Stéphanie, concrètement, là, on a donné donc la date du 11 mai. Qu'est-ce qui va se produire si les gens ne peuvent pas se tester? Est-ce que du coup, ça va créer des frustrations? Alors là, je reviens sur les deux collègues de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on espère qu'il y ait une stratégie de déconfinement et que ça sera la 3e, et que du coup, on aura, je pense, à partir du 11 mai, je veux dire, une configuration et une organisation sociétale avec une temporalité qui pourra nous permettre effectivement d'appréhender l'avenir. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'a d'information. Donc, en fait, oui, on est tous encore dans cette contrainte et dans cette frustration de se dire comment on va faire le 11 mai. Ne serait-ce que la question des écoles.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit les enfants vont revenir à l'école, c'est ce qui nous a été dit, et quelques jours après, oui, mais sous condition. Donc, on voit bien qu'en fait, la date du 11 mai est soumise à condition. Et aujourd'hui, nous, ces conditions, j'allais dire le citoyen lambda, il a du mal à les comprendre, à les appréhender. Dans votre exposé qui était très clair, vous nous avez donné trois grandes idées de déconfinement. Bon, il y en a qui sont moins contraignantes que d'autres. Il y en a qui demandent une réadaptation, ne serait-ce que les masques. Comment on va se gérer la société, comment on va gérer la distanciation sociale avec un masque. C'est-à-dire que tout reste à inventer. Donc, d'ici au 11 mai, il va falloir qu'on nous dise stratégiquement comment on se réinvente. Aujourd'hui, on est toujours dans cette contrainte et dans l'inconnu. Donc là, vous avez donné une idée de ce qui pouvait nous arriver demain. Bon, on est 75 participants à avoir assisté à votre conférence. C'est ça, quid de la stratégie sociétale. Voilà, les 75 que nous sommes là, on ne fait pas toute la société. Et ce n'est pas nous là qui aurons les cartes en main pour la stratégie. Donc aujourd'hui, on est tous dans l'expectative. Voilà. Et on va devoir vraiment créer nos propres capacités d'adaptation et recréer une société, effectivement, avec l'idée du masque, de la distanciation sociale, des mesures barrières. C'est tout ce qui à prendre en compte. Au-delà du simple dépistage, je veux dire, ça ne s'arrête pas que là, vous l'avez bien dit, hein. Les 3 piliers, le déconfinement, le dépistage à grande échelle, il n'aura de sens que si les 3 piliers que vous nous avez donnés sont mis en place simultanément. Sinon, si j'ai bien compris, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ça. Alors là, j'ai réouvert du coup les micros des gens qui sont par téléphone. N'hésitez pas donc. Voilà, j'aimerais poser une question. C'est Marie-Jo parce qu'en fait c'est parce que j'ai pas de retour quand on fait les réunions d'habitude. Voilà, j'aimerais savoir si parce que on a entendu ça. Alors c'est peut-être de la sensation, c'est peut-être pas de la vérité. J'aimerais savoir s'il y a une partie du génome du VIH dans le génome du coronavirus. Alors là, c'est la question que tout le monde veut savoir. Ouais, alors, il y a eu avec une mission de caution qui se En fait, quand il y a des pandémies, c'est toujours des grandes sources de rumeurs et de théories du complot, etc. Et vous savez, dans les virus, vous avez souvent des zones qui sont répétées et qui sont similaires entre les virus. Pour certaines protéines, par exemple une polymérase, on peut retrouver certaines homologies de séquences. Donc, il faut pas que les gens imaginent des choses extraordinaires. Absolument pas la même famille de virus, absolument pas la même structure, le même acide nucléique. Il n'y a absolument rien à voir avec le SARS-CoV-1, oui. Avec le virus du SARS qu'on a connu en 2002, oui, bien sûr, parce que c'est la même famille de virus, mais absolument pas avec. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de ce type qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais c'est notre rôle, je pense aussi, notre rôle de personnel médical de contrer toutes ces rumeurs. Voilà, c'est inévitable en temps d'épidémie, je pense. Très bien, merci. En tout cas, donc c'est très clair. Bruno nous a rejoint. Bruno, donc qui est le président du Comité des familles. Bruno, j'ouvre ton micro. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent ouvrir leur micro aussi pour poser des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une petite question. J'ai une petite question. Est-ce que c'est Raïda, oui. Est-ce que les enfants, ils développent la même réponse immunitaire que les adultes? Est-ce qu'on va les tester aussi ou pas? Parce qu'ils vont sortir aussi, est-ce qu'on a pensé aux enfants? Est-ce qu'ils développent la même réponse immunitaire que les adultes ou pas? Oui, bonjour. Alors, pardon. Vous voulez répondre? Oui. Alors, nous, au niveau des analyses que l'on a faites, il faut savoir que on fait des analyses sur des prélèvements que nous avons déjà en fond de tube pour respecter la législation française. Et donc, on ne peut pas répondre à cette question car on n'a pas
de sérum d'enfants qui auraient été testés positifs au niveau du rhinopharynx par PCR pour ce virus. On a des PCR positifs chez des enfants. En revanche, on n'a pas de sérum associé. Donc, nous, on n'a pas pu faire cette analyse. Dans ce qu'on a lu au niveau de la littérature, on n'a pas non plus des articles spécifiques de la réponse immunitaire chez les enfants pour l'instant. Alors, je sais que dans certains pays, et je crois au Luxembourg, ils sont en train d'observer justement la réponse immunitaire chez des enfants qui étaient confinés avec des personnes adultes qui ont été infectés. Donc, voir si ces anticorps vont sortir et dans quelle durée. Mais peut-être que les personnes de Cochin à l'hôpital, Cochin, Necker, enfants malades, vous auriez peut-être des données là-dessus, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait en France? Alors juste, il y a quand même eu des publications récentes qui ont montré que non seulement les enfants étaient très peu symptomatiques par rapport au sujet adulte, et en plus de ça, de façon vraiment très récente, il y a des publications qui ont montré que les enfants étaient moins touchés par le virus, c'est-à-dire qu'ils étaient moins souvent porteurs si on leur faisait à tous un screening de PCR dans le nez, en fait, ils seraient moins porteurs que les sujets adultes. Tout ça, c'est des choses qui nécessitent d'être confirmées d'une part, et d'autre part, mais qui sont intéressantes, et d'autre part, il y a plein d'hypothèses qui circulent. Est-ce que le BCG booste l'immunité cellulaire de ces enfants et leur permettrait d'avoir une très bonne immunité contre le SARS-CoV-2? Tout ça, c'est des questions qui sont en suspens et qui sont en cours d'étude, mais qu'on suit en tout cas nous de façon assidue. Justement, deux points d'interrogation. Je voulais savoir, par exemple, Stéphanie Esteféré, concrètement, pourquoi il y a autant de rumeurs quand habituellement on est habitué à ce que la science nous donne des choses fiables et sur lesquelles on est sûr? Pourquoi il y a des rumeurs? Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une perte de confiance au niveau de la société, un, des politiques, voilà, et deux, après, de tout ce qui est scientifique. C'est-à-dire, jusqu'ici, en fait, les scientifiques arrivaient à nous donner de l'information une fois qu'elle avait été vérifiée, que toutes les hypothèses avaient été posées, j'allais dire qu'ils s'étaient entre différents scientifiques posé les questions et arriver à poser un consensus commun. Aujourd'hui, on s'est aperçu avec cette crise sanitaire que les médecins et les scientifiques n'ont pas d'abord créé de consensus. Ils sont tous arrivés avec leurs théories, alors plus ou moins erronées, voilà, avec plus ou moins de capacité aussi médiatique, avec plus ou moins aussi j'allais dire, de vision sur les outils sociaux et la télévision. Donc, du coup, on n'a pas de consensus aujourd'hui, ni médical, ni scientifique. Chacun est allé porter sa bonne parole sur les plateaux télévisés. Et résultat, en fait, c'était aux citoyens de se dire, oui, lui, il me plaît bien, sa théorie est pas mal, je vais prendre celle-ci. Non, l'autre, finalement, il est pas mal aussi. Donc, et en fait, c'est nous demander à nous, absolument pas scientifiques, de devoir nous positionner face à des scientifiques aujourd'hui qui sont encore dans le flou, vous l'avez très bien dit, se posent encore des questions, des hypothèses, tâtonnent à tous les niveaux et dans tous les pays. Donc aujourd'hui, c'est avantage, inconvénient d'autant de médiatisation. La crise a fait que les médecins n'ont pas pu nous donner d'infos consensuelles, donc tout le monde est allé de son information. Donc, du coup, la théorie du complot, on nous a demandé en gros à nous de se faire un avis, ce qui n'était pas réellement possible. Voilà, vous dites si je me trompe, mais et du coup, on est dans cette perte de confiance aujourd'hui, à la fois du politique, donc là qui était déjà installé dans le tous pourri, voilà, et aujourd'hui, on voit arriver les scientifiques qui peuvent potentiellement tomber dans le même état d'esprit, puisqu'on nous demande à nous de nous faire notre propre avis. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que toutes ces théories, moi, je suis d'accord. Tu veux parler? On est tous tombés dedans en même temps, j'aurais envie de dire. Voilà. C'est sûr qu'on a l'habitude, là, rien que pour les tests, parce que je vais parler vraiment
de ma spécialité. Habituellement, un test sérologique, un test PCR, ça met au moins 1 an, 2 ans à sortir avec une multitude d'essais qui sont faits avant. Il a fallu répondre tellement urgemment. Et donc, en fait, on est un peu tous dans le même bateau. Il faut pas, moi, ce que je veux pas, c'est qu'on nous oppose, en fait. On est tous dans le même bateau et on essaie de donner les réponses fiables, etc., la plupart du temps. Après, Oui, c'est ce que dit Stéphanie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Il y a aussi la médiatisation qui est faite autour, des médiatisations qu'on n'avait pas avant pour les autres crises qu'on a eues. Et donc, c'est vrai que l'information et également la mauvaise information va malheureusement beaucoup plus vite. C'est exactement ça. C'est la médiatisation. C'est la médiatisation à outrance et le fait qu'il était très simple aujourd'hui de se faire inviter sur un plateau télé pour aller dire telle ou telle chose sans en avoir l'assurance ni scientifique ni médicale. Et résultat, en fait, on a pris le citoyen à témoin et le citoyen a dû se faire son propre avis. Donc, avantage, inconvénient, voilà, de l'information à tout train, en fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, on l'a très bien vu dans la polémique sur l'hydroxychloroquine. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est très sain que les professionnels débattent et peut-être parfois de façon assidue et débattent. Et c'est sain, cette confrontation d'idées et d'expériences, etc. Le problème, c'est que là, tout a été livré en place publique. Voilà. Et ça, moi, je trouve, au lieu d'avoir un effet bénéfique d'être confrontation d'idées, ça a eu cet effet de défiance vis-à-vis des médicaux parce qu'on a donné le sentiment à la population qu'on n'était pas d'accord, etc., alors que les gens ont besoin d'être rassurés. Donc, je pense que c'est vrai que tout ça, c'est des choses peut-être qu'on n'avait pas anticipées et que peut-être que maintenant qu'on parlera de déconfinement, et peut-être qu'on va sortir de chez nous et dans les meilleures conditions. Si tout ça, c'est très bien préparé, si on arrive à être très bien organisé et très bien relié entre le politique, le médical, la population en termes d'informations claires et en termes de ressources, suffisamment de masques, suffisamment de tests, éventuellement du contact tracing aussi, enfin, de la traçabilité numérique peut-être. Et ben, si on a tout ça de façon très organisée, je pense qu'on arrivera à baisser le degré d'anxiété globale. Ce n'est pas un avis de virologue, là, c'est vraiment juste un avis. Je crois que le professeur Salmon avait juste une chose, alors Bruno, oui, donc, je peux dire un petit mot, juste avant, Bruno souhaitait intervenir et je te donne la parole juste après, Dominique. Bruno. Non, bah Bruno, du coup, il a coupé. Alors, vas-y, Dominique. Dominique, on t'entend pas, il faut remettre ton micro. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphanie, les deux Stéphanie d'ailleurs. Il y a eu une hypermédiatisation qui nous a pris un peu de cours. Mais en soi, ce n'est pas du tout anormal dans un temps comme ça et si urgent de guerre sanitaire que des gens aient des idées et puissent faire des expériences. On n'a pas tout de suite les résultats des essais de phase 3. Donc, et justement, ensuite, on discute entre scientifiques, on monte des essais, on émet des hypothèses, et puis, souvent, 4 mois, 5 mois, 6 mois après, on a la réponse, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Le problème, effectivement, c'est la médiatisation. C'est-à-dire que d'emblée, on a pris à partie les médecins, ils se sont fait un peu prendre aussi à leur propre jeu, parce qu'ils ont quelquefois accepté d'aller sur les plateaux sans vraiment avoir la réponse. Et on leur a demandé de se positionner. Mais en soi, ce n'est pas du tout anormal. La science est toujours comme ça. On a d'abord une preuve de concept sur quelques cas, ensuite on monte des essais et puis on prouve si c'est bon ou pas bon. Hein. C'est pas je pense, la dissension entre scientifiques. Ça, c'est même pas une dissension, c'est des débats qui font que ça nous aide ensuite à monter des essais, à dire, bon, ben là, s'il y a une question scientifique, on n'a pas la réponse, on va comparer telle et telle chose. C'est vrai qu'il y a un problème. Ouais. C'est peut-être juste que les débats habituellement n'ont pas lieu devant tout le monde et au niveau médiatique, mais que du coup, effectivement, il n'y a pas eu de consensus immédiat pour le moment. Et ce qui est normal, puisqu'il faut distinguer, c'est ce que nous avait expliqué Stéphanie et Steph Terré, le temps de l'urgence du temps, effectivement, donc, de la crise.
Donc, effectivement, peut-être il faut avoir raison garder. Et puis, il y a aussi, comme le professeur Montagnier qui était venu récemment sur des plateaux télé pour annoncer que tout compte fait, le coronavirus, c'était comme le VIH. Il y a peut-être aussi voilà, les médias qui devraient faire attention et qu'ils invitent aussi peut-être sur les plateaux. Oui, je crois qu'il faut un côté éthique aussi des médias, parce que les conséquences, quelquefois, de certains débats sont plus fâcheuses qu'autre chose. Oui, c'est Tout ça. à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vais réouvrir Bruno si Bruno n'est pas revenu. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une question. C'est Sarah, médecin d'études cliniques à l'hôtel Dieu. J'ai une question vis-à-vis de l'immunité, s'il vous plaît. L'immunité, est-ce qu'on on a la certitude qu'elle est déjà durable et protectrice? On ne craint pas, lors de déconfinement, de ceux qui ont été déjà infectés et guéris. Est-ce qu'on a la certitude de la qualité des anticorps? Alors, voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études en cours sur ce sujet. Il y a l'étude Covid-Plasme, par exemple, montée par l'EFS en ce moment, pour étudier l'impact de l'utilisation de plasma de patients convalescents pour traiter des sujets graves en réanimation. Voilà, tout ça, il y a quand même des éléments qui portent à croire que l'immunité est neutralisante. Le problème, c'est que, en fait, il y a deux problèmes. C'est on ne connaît pas la durée de cet effet neutralisant des anticorps. Et deuxièmement, on ne sait pas si les techniques sérologiques IgG sont corrélées aux anticorps neutralisants. Par exemple, quand vous faites une sérologie rougeole, on vous rend IgG, IgM. Les IgG qu'on mesure, c'est des techniques ELISA, ce n'est pas des techniques par séroneutralisation. Ça vous donne une idée si le patient a été en contact antérieurement soit avec le virus de la rougeole, soit par vaccination. En revanche, vous ne savez pas combien il est immunisé. Vous ne savez pas s'il a reçu une dose ou 2 doses de vaccin. Vous ne savez pas si dans les IgG, ça mesure 10% d'anticorps neutralisants ou si ça en mesure 90%. Et ça, c'est la grande inconnue qu'on a actuellement. Donc, comme beaucoup. Très bien. Je vais réouvrir du coup donc les micros pour les gens qui sont au téléphone, puisque eux ne peuvent pas réouvrir donc leur micro. Donc les gens qui sont au téléphone peuvent poser des questions. Je veux bien dire un mot. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Une question. Bruno. Oui. J'aimerais poser une question. J'aimerais savoir si les gens qui ont le HIV et qui sont traités est-ce qu'ils ont une immunité contre ce virus? Alors, donc pour les patients HIV, donc là aussi, on a un peu la bibliographie. Il y a quand même peu de cas qui sont recensés aujourd'hui de patients VIH qui ont été infectés par le SARS-CoV-2. Donc, je pense également que l'équipe du professeur Salmon va pouvoir peut-être intervenir et voir sur place. En tout cas, chez des patients qui sont traités et donc des patients HIV qui sont traités et donc qui ont une bonne restauration de leur immunité, ce qui a été montré par une équipe, par exemple, de Barcelone qui a publié sur 5 cas de patients HIV, il n'y avait pas de différence dans la gravité de l'infection ou le type d'infection que d'autres personnes qui n'étaient pas infectées par le VIH. Mais ça dépend certainement du taux de CD4 et de la bonne restauration des lymphocytes. Alors, je crois que votre question référée au traitement antirétroviral sous-jacent. Hein? Donc, peut-être que votre question veut dire est-ce que les antiprotéases protègent? Donc, ça, pour l'instant, on ne sait pas. C'est ce qu'on est en train d'étudier, justement. On met en commun tous nos cas. Et puis, il y a des essais, bien sûr, en cours avec les antiprotéases. En tout cas, pour les formes sévères, ça n'a pas l'air de protéger. Peut-être que pour les formes mineures, ça protège. Peut-être en prévention, mais ce n'est pas du tout certain. On n'a pas vraiment de choses qui se dégagent. Donc, il n'y a vraiment pas de nécessité. Et ce n'est pas du tout même indiqué de changer votre traitement antirétroviral pour l'instant. Hein, surtout qu'il y a ça risque d'entraîner des ruptures de stock.
et faire en sorte que des patients qui ont besoin, par exemple, de darunavir pour leur traitement VIH ne l'aient plus. Hein. Donc, vraiment, il faut poursuivre le traitement actuel. Donc, on n'a pas d'argument pour dire que tel ou tel serait protecteur. Je n'est pas sûr pour l'instant. Très bien, je vais rouvrir les micros, notamment des gens au téléphone pour une ou deux dernières questions, et puis après on va clôturer. Bonjour. Oui, Bonjour, c'est. allez-y, posez votre question. Bonjour. J'ai eu ma réponse. Franchement, ils ne savent pas encore si on est protégé ou pas. Allô? 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 Oui, on vous entend. Oui, Oui, bonjour. non, j'ai déjà posé ma question. Moi. D'accord, très bien, ok. Bonjour. C'est Bruno. Ouais. Ouais, Bonjour. Bruno, vas-y, on t'écoute, Bruno. Bonjour tout le monde. Bonjour Jérôme. Bah, déjà, je rectifie un petit peu au départ. J'ai été président pendant 3 mandats. Mais j'ai passé la main cet été. Donc, pardon. c'est Sandra Jean-Pierre, qui est présidente du comité des familles. Voilà, moi, j'ai 2 questions qui me perturbent en ce moment au niveau de l'addictologie et les migrants. Oui. Alors, l'addictologie, c'est que, c'est que là, moi, j'habite dans le 93 et depuis le début de la semaine, que ce soit à Villeneuve-la-Garenne et hier encore dans les François, ça chauffe vraiment dans les cités parce que, vu que on va dire que l'économie souterraine est vraiment mise à mal, donc ça chauffe. Donc, il y a vraiment cette situation, je ne sais pas si on ne va pas arriver à faire intervenir l'armée. Enfin, voilà, ça me perturbe cette situation au niveau des banlieues. Alors effectivement, avec HF Prévention, c'est une de nos préoccupations notamment, et pas seulement, mais y compris Aide, qui travaille beaucoup donc sur ces questions avec les CARUD. Ils ont des CARUD et ils se sont mobilisés d'ailleurs pour avoir des permanences qui sont faites. Stéphanie, nous on travaille aussi donc sur ces questions. Stéphanie, si tu peux répondre sur comment est-ce que ça se passe effectivement par rapport donc à des problèmes d'addictologie. Et donc le confinement par rapport notamment à ces trafics parallèles qui s'organisent. On sait notamment qu'il y a des masques qui sont vendus sous le manteau à 10 €. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a un confinement? Alors, toujours le même schéma, c'est-à-dire que le confinement nous a été imposé très rapidement, sans préparation. C'est-à-dire qu'on a pensé, j'allais dire, à la masse sociétale, entre guillemets, j'allais dire normale, hein, voilà, et on a mis un peu sous le tapis toutes les problématiques sous-jacentes qui pouvaient être l'addiction, la maladie mentale, la problématique des aidants, voilà. On a vraiment mis tout le tapis, tout ce qu'on ne voulait pas voir. Donc, en fait, les gens se sont réorganisés aussi par rapport à leurs problématiques personnelles. L'addiction en fait partie. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris en compte. Vous le dites, ça commence à exploser sous différentes formes. Les trafics se sont réinventés. Ça va du trafic de drogue au trafic de gants, de masques, mais aussi de nourriture. On voit que dans certains quartiers, c'est la nourriture qui est dealée parce que les marchés étant fermés, les gens n'ont plus la possibilité d'aller acheter parce qu'à budget restreint, ils ne peuvent plus aller acheter dans les supermarchés. Donc, en fait, la nature ayant horreur du vide, l'être humain se réorganise en fonction aussi de son quartier, de ses problématiques et, j'allais dire, de comment ils sont gérés par la société. Là, vous posez un problème sociétal qui est la non-gestion des problématiques sous-jacentes à certaines personnes. Et c'est en train d'exploser ou d'être plus ou moins bien pris en compte. Donc, comme le disait Jérôme, on a des associations qui commencent à se positionner, mais tout reste encore, enfin, pour se positionner, il faut encore pouvoir sortir et aller vers ces personnes en toute sécurité. Et on est toujours dans cette problématique du déconfinement. Donc, ça veut dire que dans le déconfinement, il va falloir prendre en compte la population lambda. Hein, c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, mais il va falloir aussi prendre en compte les populations, j'allais dire, qui sont déjà hors circuit en temps normal. Voilà. Et là, spécifiquement, il va falloir faire appel à des gens de terrain
qui les connaissent, voilà, type Aide, Carude, la Croix-Rouge, voilà, toutes ces associations etc., qui ont une véritable capacité à aller vers ces populations-là et qui devront effectivement être mises dans la boucle du déconfinement pour ne pas oublier ces personnes qui sont déjà oubliées depuis déjà bien avant le déconfinement. Voilà. Bien, très bien. Merci à tous. On va devoir donc quitter. Je remercie donc le docteur Stéphanie Haïm Boukobza ainsi que le docteur Bénédicte Roquebert. Donc, vous êtes toutes les deux, pardon, virologues. Ça y est, c'est le coronavirus. Vous êtes toutes les deux virologues donc au laboratoire CERBA. Merci aussi Stéphanie Estève-Théré, donc qui est psychologue sociale, de nous avoir donc expliqué à toutes les deux quels étaient donc les tests qui pouvaient donc avoir lieu et puis comment on allait pouvoir avoir ces possibilités de déconfinement. Merci à tous, merci Dominique, Salomon, et puis Philippe ainsi que Hélène du Coréville Île-de-France Sud d'avoir permis effectivement donc ces échanges. Vous pourrez avoir l'intégralité donc de cette version qui a été enregistrée directement sur le Facebook, sur le YouTube. Et puis merci à ceux qui étaient donc en WebEx d'être venus. Donc merci à ces 3 canaux de nous permettre cette diffusion. Et donc vous pourrez donc retrouver les différentes webconférences qui sont proposées la semaine prochaine. On vous propose à la même heure, avec un nouveau lien, on vous propose de parler donc d'alimentation et de nutrition, puisque n'oublions pas que c'est important de garder une bonne alimentation, quoi qu'il en soit, et de prendre soin de vous. Donc on vous proposera une diététicienne viendra donc vous parler et vous exposer donc avec Stéphanie également qui sera présente pour donc parler donc d'alimentation et de nutrition. Merci à tous donc de nous avoir suivis et puis je l'espère à la semaine prochaine pour un bon déconfinement.